Imaginez un instant que la pensée la plus intime que vous croyez vôtre, l'opinion la plus ancrée que vous défendez, ne soit pas le fruit de votre seule réflexion, mais le murmure insidieux d'une force invisible, la foule. Et si, sans même le savoir, vous étiez chaque jour influencé, modelé, voire dominé par des croyances collectives qui ne sont pas les vôtres? Le grand Gustave Le Bon, avec sa psychologie des foules, a mis en lumière cette vérité dérangeante. L'individu pense, mais la foule croit. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les mécanismes fascinants de l'esprit collectif, comprendre comment il opère sur nous, et surtout, découvrir comment protéger et cultiver notre propre pensée critique. Préparez-vous à voir le monde et votre propre esprit sous un jour nouveau. Et si cette exploration profonde résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner à Savoir et Sagesse pour continuer ce voyage vers la connaissance de soi et la liberté intellectuelle. Imaginez un instant que vous soyez une personne réfléchie, rationnelle, capable d'analyse et de jugement. Vous prenez vos décisions après mûre réflexion. Vous pesez le pour et le contre. Vous avez vos propres opinions, forgées par votre expérience et votre intellect. Maintenant, imaginez cette même personne, plongée au cœur d'une immense assemblée, d'une manifestation passionnée ou d'une foule en délire. Soudain, quelque chose d'étrange se produit. Les doutes s'estompent, la raison semble s'évaporer et un sentiment d'unité, d'émotion collective prend le dessus. Des actions que jamais vous n'auriez envisagées seules deviennent possibles, voire désirables. C'est le paradoxe humain, quand l'individu se dissout dans la foule. Au tournant du XXe siècle, un penseur visionnaire, Gustave Le Bon, a mis en lumière ce phénomène déconcertant avec son œuvre capitale, Psychologie des foules. Ce livre, bien que controversé, a révolutionné notre compréhension du comportement collectif et reste d'une pertinence frappante dans notre ère d'information et de réseaux sociaux. Le Bon n'était pas un simple observateur. Il a été le premier à systématiser l'étude des foules, non pas comme une simple agrégation d'individus, mais comme une entité psychologique distincte, dotée de caractéristiques propres et souvent surprenantes. La thèse centrale de Le Bon est à la fois simple et profondément dérangeante. L'individu pense, mais la foule croit. L'individu pensant, en dehors de la foule, l'être humain est capable de raisonnement, de logique, de discernement. Il peut analyser des situations complexes, exercer son libre arbitre et résister aux impulsions. Il est un être de conscience avec une identité, des valeurs et une responsabilité personnelle. C'est l'individu qui lit, qui étudie, qui médite, qui forge ses propres convictions. La foule croyante. Dès qu'un individu est immergé dans une foule, il subit une transformation psychologique. Il perd une partie de sa rationalité, de son sens critique et de sa personnalité distincte. Il devient alors perméable à la suggestion, à l'émotion collective et à l'irrationalité. La foule ne raisonne pas, elle ressent, elle réagit, elle croit. Ses actions sont guidées par des impulsions, des mythes, des images simples et non par la logique. Pourquoi cette dissolution de l'individu dans la foule est-elle si fascinante et si dangereuse? La perte de la responsabilité personnelle. Au sein d'une foule, l'anonymat confère un sentiment d'invincibilité. L'individu se sent déchargé de sa responsabilité personnelle car ses actions sont diluées dans celles du groupe. Cela peut mener à des comportements extrêmes, violents ou irrationnels que le même individu n'oserait jamais commettre seul. La contagion mentale. Les émotions et les idées se propagent au sein d'une foule avec une rapidité fulgurante comme une maladie contagieuse. Une idée simple, une émotion forte, colère, enthousiasme, peur, peut balayer le groupe, entraînant une uniformisation des réactions et une perte de la pensée individuelle. La suggestibilité accrue. L'individu en foule devient extrêmement suggestible, comme hypnotisé. Il est ouvert à accepter sans critique les affirmations les plus invraisemblables, surtout si elles proviennent d'un leader charismatique. Le doute est étouffé par la force du nombre et l'émotion partagée. La prédominance de l'inconscient. Le Bon affirmait que, dans la foule, c'est l'inconscient collectif qui prend le dessus. Les instincts primitifs, les archétypes, les émotions refoulées remontent à la surface, dictant des comportements qui échappent à la conscience individuelle. L'étude de Le Bon n'est pas une simple curiosité historique.
Elle est une clé essentielle pour comprendre les dynamiques de notre monde moderne, les mouvements politiques, les phénomènes de mode, les bulles financières, la diffusion des rumeurs, l'impact des réseaux sociaux et la polarisation des opinions. Comprendre ce que les foules font à notre esprit, sans même que nous le sachions, est le premier pas vers la protection de notre propre liberté intellectuelle. Dans les chapitres à venir, nous allons décortiquer chacun de ces mécanismes. Nous explorerons la singularité de la pensée individuelle, les caractéristiques psychologiques des foules, le rôle des leaders et surtout, comment cultiver notre esprit critique pour rester des penseurs libres et conscients, même face aux puissantes marées de la croyance collective. Préparez-vous à une exploration qui pourrait bien changer votre façon de voir le monde et vous-même. Après avoir introduit le paradoxe de l'individu qui se dissout dans la foule, nous allons maintenant nous concentrer sur le premier terme de l'équation de Gustave Le Bon. L'individu pense. Ce chapitre est une célébration de la singularité de la conscience, de la raison et de la volonté humaine. Ces facultés qui nous distinguent et nous permettent d'être des êtres autonomes et réfléchis, en contraste frappant avec la nature souvent irrationnelle de la foule. Imaginez-vous seul, dans un lieu calme, face à un problème complexe. Vous rassemblez des informations, vous les analysez, vous pesez le pour et le contre, vous envisagez différentes solutions et finalement, vous prenez une décision basée sur votre logique et vos valeurs. C'est l'individu pensant à l'œuvre. Cette capacité à la réflexion critique, à l'analyse logique et à la prise de décision autonome est le fondement de notre humanité et le pilier de toute société progressiste. Qu'est-ce qui caractérise l'individu pensant selon Gustave Le Bon? La capacité de raisonnement critique. L'individu isolé est capable de distinguer le vrai du faux, de remettre en question les affirmations, de chercher des preuves et de ne pas accepter les idées sans examen. Il ne se contente pas des apparences ou des slogans. Il peut analyser des arguments complexes, identifier les sophismes et les biais, et former une opinion basée sur des faits vérifiables plutôt que sur des émotions ou des rumeurs. La logique et la cohérence. La pensée individuelle est généralement organisée de manière logique. Les idées s'enchaînent de manière cohérente et les conclusions sont tirées de prémices établies. Il y a un souci de la cohérence interne et de la rationalité. L'individu peut suivre un raisonnement complexe sur une longue période, sans se laisser distraire par des impulsions ou des émotions passagères. Le sens de la responsabilité personnelle. L'individu isolé est conscient de ses actes et de leurs conséquences. Il sait qu'il est redevable de ses choix et de ses comportements. Ce sens de la responsabilité est un puissant frein aux actions irréfléchies ou immorales. Cette conscience de soi et de ses actes est un pilier de l'éthique personnelle et de la citoyenneté responsable. L'identité et la personnalité distinctes. L'individu possède une personnalité unique, avec ses propres expériences, ses valeurs, ses croyances et ses aspirations. Il est capable de maintenir cette identité même face à des pressions extérieures. Il a une conscience claire de qui il est et de ce qu'il représente, ce qui lui permet de résister à la conformité et de défendre ses convictions. La volonté et le libre arbitre. L'individu pensant est doté d'une volonté propre, la capacité de choisir ses actions et de les exécuter, même face à des obstacles ou des tentations. Il peut différer la gratification, persévérer dans l'effort et agir en fonction d'objectifs à long terme. C'est le libre arbitre qui lui permet de faire des choix moraux, de s'améliorer et de diriger sa propre vie. La valeur inestimable de la pensée indépendante. Pour Le Bon, la capacité de l'individu à penser de manière indépendante est le fondement de toute civilisation et de tout progrès. C'est grâce à des penseurs isolés, des innovateurs, des artistes et des scientifiques qui ont osé remettre en question le statu quo et explorer de nouvelles idées que l'humanité a pu avancer. Innovation et créativité. Les grandes découvertes scientifiques, les œuvres d'art révolutionnaires, les philosophies novatrices naissent souvent de la solitude de la pensée individuelle, loin du bruit et de la conformité des foules. Progrès social. Les réformes sociales, les mouvements pour la justice et l'égalité commencent souvent par quelques individus qui osent penser différemment et défier les croyances collectives établies. Résistance à la tyrannie. La capacité de penser par soi-même est le rempart le plus puissant contre la manipulation,
la propagande et les régimes totalitaires. Un peuple d'individus pensants est difficile à asservir. Le bon met en lumière que cette singularité de l'individu est fragile. Elle est constamment menacée par l'attrait de la foule, par le désir d'appartenance, par la peur de l'isolement ou du rejet. Le confort de la croyance collective est souvent plus séduisant que l'effort de la pensée critique. Dans les chapitres suivants, nous verrons comment cette précieuse capacité de l'individu est altérée, voire suspendue, lorsqu'il est immergé dans la foule. Nous explorerons les mécanismes psychologiques qui transforment l'individu pensant en un simple rouage de la machine collective capable des plus grandes irrationalités. Comprendre la puissance de notre propre esprit est la première étape pour le protéger des influences extérieures. Après avoir célébré la singularité de l'individu pensant, nous allons maintenant aborder le cœur de la théorie de Gustave Le Bon, la naissance de l'âme collective. Ce chapitre explore comment une simple agrégation d'individus, aussi divers et rationnels soient-ils pris séparément, se transforme en une entité psychologique distincte, dotée de caractéristiques propres et souvent déconcertantes. C'est le moment où la raison individuelle cède la place à la puissance brute et souvent irrationnelle de la foule. Pour Le Bon, une foule n'est pas une simple somme d'individus. Dès qu'un certain nombre de personnes se rassemblent sous certaines conditions, elles acquièrent une âme collective ou âme de foule. Cette âme est transitoire, mais elle confère au groupe des sentiments et des idées qui diffèrent radicalement de ceux que chaque individu aurait s'il était isolé. C'est un état d'hypnose collective, où la personnalité consciente s'évanouit au profit d'une personnalité inconsciente et collective. Quelles sont les trois principales caractéristiques psychologiques qui définissent cette âme collective, selon Gustave Le Bon? 1. L'anonymat et le sentiment de puissance illimitée. La première et la plus fondamentale des transformations est la perte du sentiment de responsabilité individuelle due à l'anonymat. Mécanisme. Au sein d'une foule nombreuse, l'individu se sent anonyme. Il sait que ses actions ne seront pas directement attribuées à lui seul, mais diluées dans celles du groupe. Cette dilution de la responsabilité est libératrice pour les instincts et les impulsions refoulées. Conséquence. L'anonymat confère un sentiment de puissance illimitée. L'individu seul se sentirait impuissant face à une action audacieuse ou illégale. Mais au sein de la foule, il se sent fort du nombre. Ce sentiment de force collective peut le pousser à des actes qu'il n'aurait jamais osé commettre seul. La peur du châtiment ou du jugement diminue considérablement. Exemple, un citoyen respectueux des lois, pris dans une foule en colère, peut participer à des actes de vandalisme ou de violence qu'il réprouverait en temps normal. 2. La contagion mentale. La deuxième caractéristique est la propagation rapide et inconsciente des idées et des émotions. Mécanisme. Au sein de la foule, les émotions, les passions et les idées se transmettent d'un individu à l'autre par un processus de contagion sans qu'il y ait besoin de raisonnement ou de logique. C'est un phénomène presque hypnotique. Une émotion forte exprimée par un individu peut rapidement embraser tout le groupe. Conséquence. Cette contagion conduit à une uniformisation des sentiments et des actions. Chaque individu est entraîné par le courant collectif et il devient très difficile de résister à la pression de l'émotion dominante. Le doute et la dissidence sont étouffés par la force du sentiment partagé. Exemple, une panique collective dans un espace bondé où la peur d'un individu se propage instantanément à tous les autres, même sans danger réel, ou l'enthousiasme démesuré lors d'un concert ou d'un événement sportif. 3. La suggestibilité et la perte du sens critique. La troisième caractéristique, et peut-être la plus dangereuse, est la suggestibilité accrue de l'individu en foule. Mécanisme. L'individu en foule est placé dans un état de conscience altéré, similaire à celui de l'hypnose. Son sens critique et sa capacité de raisonnement sont considérablement diminués, voire suspendus. Il devient extrêmement réceptif aux suggestions, aux affirmations et aux images qui lui sont présentées. Conséquence. La foule est incapable de raisonner. Elle accepte les idées sans examen, les transformant rapidement en certitudes absolues. Les contradictions ne sont pas perçues et les faits qui contredisent la croyance collective sont ignorés ou déformés.
La suggestibilité rend la foule malléable aux manipulations. Exemple, la diffusion rapide de rumeurs infondées ou de théories du complot au sein d'une foule, acceptées comme des vérités incontestables, sans aucune vérification. L'impact sur l'individu. Ces trois caractéristiques combinées entraînent une transformation radicale de l'individu. Il perd sa personnalité consciente, sa rationalité et son sens moral. Il devient une sorte d'automate, agissant sous l'influence de l'âme collective. Le bon va jusqu'à dire que l'individu en foule descend de plusieurs degrés sur l'échelle de la civilisation. Il devient impulsif, irritable, crédule, intolérant et parfois violent. Comprendre la naissance de cette âme collective et ses caractéristiques est essentiel pour saisir pourquoi les foules agissent comme elles le font. C'est le fondement sur lequel se construisent les phénomènes de masse, des mouvements sociaux aux dérives totalitaires. Dans les chapitres suivants, nous explorerons plus en détail comment ces mécanismes opèrent et comment ils sont exploités par les leaders. Après avoir compris comment une agrégation d'individus se transforme en une âme collective, dotée de caractéristiques spécifiques, nous allons maintenant nous pencher sur l'un des mécanismes les plus fondamentaux et les plus déroutants de cette transformation, la perte de l'identité personnelle. Ce chapitre explore comment, au sein d'une foule, l'individu perd son sens des responsabilités et son identité propre, et comment cela génère un sentiment de puissance illimitée qui peut le pousser à des actions impensables en temps normal. Imaginez un citoyen respectueux des lois, discret, qui ne ferait jamais de mal à une mouche. Maintenant, placez-le au milieu d'une foule en colère qui se dirige vers un acte de destruction. Subitement, il peut se retrouver à jeter des pierres, à crier des insultes ou à participer à des violences qu'il réprouverait avec horreur s'il était seul. Ce n'est pas qu'il soit devenu une personne différente, mais son comportement est transformé par le contexte de la foule. Comment l'anonymat conduit-il à la perte de l'identité personnelle? La dissolution de la responsabilité individuelle. Mécanisme. Au sein d'une foule, l'individu se sent anonyme. Il est une goutte d'eau dans un océan. Ses actions ne sont plus directement attribuées à lui seul, mais diluées dans celles du groupe. La responsabilité est partagée et par conséquent, elle semble se dissiper. Ce n'est pas moi seul qui agis, c'est nous. Conséquence, cette dilution de la responsabilité est un puissant levier psychologique. La peur du châtiment personnel, du jugement social ou de la culpabilité morale diminue considérablement. L'individu se sent déchargé des conséquences de ses actes, ce qui abaisse les barrières morales et éthiques qui le retiendraient en temps normal. Le sentiment d'invincibilité et d'impunité. Mécanisme. En se fondant dans la masse, l'individu acquiert un sentiment de force numérique. Il ne se sent plus seul et vulnérable, mais puissant grâce au nombre. La foule est perçue comme une entité invincible, capable de tout. Conséquence. Ce sentiment de force collective se traduit par un sentiment de puissance illimitée et d'impunité. L'individu en foule se croit capable de surmonter tous les obstacles et de défier toute autorité sans être inquiété. Cette illusion de puissance peut le pousser à des actes de bravade, de rébellion ou de destruction qu'il n'aurait jamais envisagé s'il était confronté seul aux conséquences. Le respect des règles et des normes sociales s'effrite. L'impact sur le comportement de l'individu. La combinaison de l'anonymat et du sentiment de puissance illimitée a des effets profonds sur le comportement de l'individu. Libération des instincts primitifs, les pulsions inconscientes, les désirs refoulés, les instincts agressifs ou destructeurs, qui sont généralement réprimés par la conscience et la morale individuelle, peuvent se libérer au sein de la foule. L'individu descend de plusieurs degrés sur l'échelle de la civilisation, comme le disait le bon. Impulsivité et irréflexion. La perte de la responsabilité et le sentiment de puissance conduisent à une impulsivité accrue. Les actions sont menées sans réflexion préalable, sans considération des conséquences à long terme. La foule agit sur l'instant, guidée par des émotions primaires, conformité et uniformisation. Paradoxalement, cette libération conduit aussi à une conformité. L'individu, ayant perdu son identité propre, se fond dans le moule collectif et adopte les comportements dominants de la foule, même s'ils contredisent ses propres valeurs. La fragilité de l'identité individuelle.
Le bon souligne la fragilité de notre identité individuelle face à la puissance de la foule. Notre personnalité consciente, forgée par l'éducation et la réflexion, est un mince vernis qui peut se fissurer sous la pression collective. Les qualités morales et intellectuelles de l'individu peuvent être temporairement suspendues, laissant place à des traits plus primitifs et irrationnels. Comprendre cette perte d'identité et ce sentiment d'invincibilité est crucial pour analyser les phénomènes de foule, qu'il s'agisse de mouvements sociaux, de panique collective ou de comportements de masse. C'est un rappel puissant que le contexte social peut transformer radicalement le comportement humain. Dans le prochain chapitre, nous explorerons un autre mécanisme clé de la psychologie des foules, la contagion mentale et l'imitation, qui explique comment les idées et les émotions se propagent avec une rapidité fulgurante au sein du groupe. Après avoir examiné la dissolution de l'identité personnelle due à l'anonymat et au sentiment de puissance illimitée, nous allons maintenant aborder un autre pilier fondamental de la psychologie des foules, la contagion mentale et l'imitation. Ce chapitre explore comment les idées, les émotions et les comportements se propagent avec une rapidité fulgurante et souvent inconsciente au sein d'une foule, menant à une uniformisation des pensées et des actions collectives. Imaginez une salle de cinéma pleine à craquer. Une personne rit aux éclats, et bientôt d'autres rient aussi, même si elles n'ont pas saisi la blague. Quelqu'un bâille, et une vague de bâillements se propage. Une rumeur est chuchotée à une oreille, et en quelques minutes, elle est acceptée comme une vérité par des dizaines de personnes. C'est la contagion à l'œuvre. Dans une foule, ce phénomène est amplifié et devient un mécanisme puissant qui transforme le comportement individuel. Qu'est-ce que la contagion mentale et comment l'imitation y contribue-t-elle? La contagion mentale, la propagation inconsciente. Mécanisme. Gustave Le Bon décrit la contagion mentale comme un phénomène quasi hypnotique. Les émotions, les passions et même certaines idées se transmettent d'un individu à l'autre au sein de la foule sans qu'il y ait un processus logique de raisonnement ou de délibération consciente. C'est une transmission directe, presque vibratoire, d'un état psychologique. Conséquence, cette propagation rapide conduit à une uniformisation des sentiments et des actions. Une émotion forte, colère, enthousiasme, peur, panique, exprimée par un ou quelques individus, peut rapidement embraser tout le groupe, créant une atmosphère émotionnelle dominante à laquelle il est très difficile de résister. Exemple, lors d'une émeute, la violence d'un petit groupe peut rapidement se propager à des individus initialement passifs, qui se retrouvent à participer à des actes destructeurs par simple contagion émotionnelle. L'imitation, le moteur de la conformité collective. Mécanisme. L'imitation est le corollaire de la contagion mentale. Une fois qu'une émotion ou une idée se propage, les individus, sous l'influence de la suggestibilité, que nous verrons plus en détail au prochain chapitre, ont tendance à imiter les comportements et les réactions de ceux qui les entourent. C'est un besoin inconscient de se conformer au groupe. Conséquence, l'imitation renforce l'uniformité de la foule. Les actions individuelles se fondent dans un comportement collectif, créant une impression de consensus et de légitimité pour les actions du groupe, même si elles sont irrationnelles ou extrêmes. L'individu perd sa capacité à agir de manière indépendante et devient un simple rouage dans la machine collective. Exemple, si quelques personnes commencent à applaudir frénétiquement ou à scander un slogan, la plupart des autres membres de la foule les imiteront, même s'ils ne sont pas entièrement convaincus ou passionnés par la cause. L'impact combiné sur la psyché individuelle. La contagion mentale et l'imitation, associées à l'anonymat et au sentiment de puissance illimitée, chapitre 4, créent un état psychologique particulier dans la foule, perte du sens critique. L'individu est tellement absorbé par l'émotion et le comportement du groupe qu'il perd sa capacité à analyser, à douter, à remettre en question. La pensée individuelle est submergée par le courant collectif. Renforcement des idées simples. Les idées et les slogans simples, répétitifs et émotionnellement chargés sont ceux qui se propagent le plus facilement par contagion. Les nuances, la complexité et la rationalité sont rejetées au profit de la simplicité et de l'impact émotionnel. Amplification des passions.
Les passions, amour, haine, enthousiasme, sont amplifiées de manière exponentielle au sein de la foule. Ce qui serait une émotion modérée chez un individu isolé devient une force déchaînée dans le groupe. Le Bon souligne que ce phénomène de contagion est d'autant plus puissant qu'il est souvent inconscient. L'individu ne se rend pas compte qu'il est influencé. Il a l'impression d'agir de son propre chef, alors qu'il est simplement emporté par la dynamique collective. C'est ce qui rend les foules si imprévisibles et potentiellement dangereuses. Comprendre la contagion mentale et l'imitation est essentiel pour analyser non seulement les comportements de foule physique, mais aussi les dynamiques de groupe dans les espaces virtuels, réseaux sociaux, forums en ligne, où les idées et les émotions peuvent se propager avec une vitesse et une intensité encore plus grandes, créant des foules numériques aux caractéristiques similaires. Dans le prochain chapitre, nous approfondirons la notion de suggestibilité qui est étroitement liée à la contagion et explique comment les foules acceptent des idées sans examen critique. Après avoir exploré comment l'anonymat dissout l'identité individuelle et comment la contagion mentale propage les émotions et les idées, nous allons maintenant aborder la caractéristique la plus troublante de la psychologie des foules, la suggestibilité et le phénomène de l'hallucination collective. Ce chapitre révèle comment, au sein d'une foule, la raison individuelle disparaît, laissant l'esprit ouvert à accepter les suggestions les plus invraisemblables comme des vérités absolues. Imaginez une scène où un orateur charismatique, avec une conviction inébranlable, affirme avoir vu un miracle se produire, ou un ennemi invisible comploter contre le groupe. Si l'individu est seul, il pourrait douter, demander des preuves, analyser la situation. Mais au sein d'une foule, cette affirmation répétée et chargée d'émotions peut être acceptée sans examen, déclenchant même des perceptions collectives qui n'existent pas dans la réalité. C'est le pouvoir de la suggestibilité. Qu'est-ce que la suggestibilité et comment conduit-elle à la disparition de la raison? L'état de suggestibilité, un état quasi hypnotique. Mécanisme. Gustave Le Bon compare l'état de l'individu en foule à celui d'une personne sous hypnose. Dans cet état, la personnalité consciente, avec ses facultés critiques et sa volonté, est mise en veilleuse. L'inconscient prend le dessus, rendant l'individu extrêmement réceptif aux suggestions externes, sans filtre ni résistance. Conséquence, l'individu en foule devient un automate, incapable de jugement personnel. Il ne réfléchit plus par lui-même, mais accepte passivement les idées et les affirmations qui lui sont présentées. La force de la suggestion est telle qu'elle peut même altérer sa perception de la réalité. La disparition de la raison et du sens critique. Mécanisme. La suggestibilité est le fossoyeur de la raison. Lorsque l'individu est sous l'influence de la foule, sa capacité à analyser logiquement, à douter, à remettre en question et à distinguer le vrai du faux est gravement altérée. Les contradictions ne sont plus perçues et la logique est remplacée par l'émotion et l'image. Conséquence, la foule est incapable de raisonner. Elle ne connaît que des idées simples, extrêmes et absolues. Les nuances, la complexité et la rationalité sont rejetées au profit de slogans percutants et de dogmes inébranlables. Toute tentative de raisonnement logique est vaine face à une foule, car elle n'écoute que les affirmations fortes et répétées. Le phénomène de l'hallucination collective, quand la croyance crée la réalité. La suggestibilité poussée à l'extrême peut conduire à des phénomènes d'hallucination collective. Mécanisme. Si une suggestion est suffisamment forte et répétée, et si l'état de suggestibilité de la foule est élevé, il est possible que les individus perçoivent collectivement des choses qui n'existent pas ou interprètent des événements de manière totalement erronée. La croyance devient si puissante qu'elle crée une réalité partagée, même si elle est illusoire. Conséquence. Des foules peuvent voir des miracles, des ennemis cachés, des signes divins ou des menaces inexistantes. Ces hallucinations, bien que subjectives, sont vécues comme des faits concrets par tous les membres de la foule, renforçant leurs convictions et guidant leurs actions. Exemple, des paniques collectives où des foules voient des dangers qui n'existent pas, comme un feu imaginaire dans un théâtre bondé. Des phénomènes de masse où des groupes témoignent de visions religieuses ou de signes surnaturels
qui ne sont pas vérifiables objectivement. La propagation de fausses informations ou de rumeurs qui sont acceptées comme des vérités absolues, conduisant à des comportements irrationnels. L'impact sur la vérité et la justice. Le bon met en garde contre les dangers de la suggestibilité des foules, notamment dans le domaine de la justice. Pour lui, le témoignage d'une foule est souvent peu fiable, car les individus, sous l'influence collective, peuvent sincèrement croire avoir vu des choses qui ne se sont pas produites, ou déformer les faits pour qu'ils correspondent à la croyance du groupe. La vérité objective est sacrifiée au profit de la conviction émotionnelle. La combinaison de l'anonymat, de la contagion mentale et de la suggestibilité crée un environnement où l'individu perd son autonomie intellectuelle et morale. Il devient un jouet des impulsions collectives, capable des pires atrocités ou des plus grands sacrifices, non par conviction personnelle, mais par l'effet d'une sorte d'hypnose sociale. Comprendre la suggestibilité et le risque d'hallucination collective est essentiel pour analyser les phénomènes de propagande, de manipulation de masse et de polarisation des opinions dans notre société actuelle. C'est un rappel puissant de la nécessité de cultiver notre propre esprit critique et de ne jamais abandonner notre capacité à raisonner, même face aux pressions les plus intenses de la foule. Dans le prochain chapitre, nous explorerons le rôle crucial des leaders dans l'exploitation de cette suggestibilité des foules. Nous avons décortiqué les mécanismes par lesquels l'individu se dissout dans la foule, perd son identité personnelle, est sujet à la contagion mentale et à la suggestibilité. Mais une foule, même dotée d'une âme collective, a besoin d'une direction. C'est ici qu'intervient le rôle crucial des leaders de foule, architectes et manipulateurs de la croyance collective. Ce chapitre examine comment ces figures émergent, quelles sont leurs qualités, et surtout, quelles techniques ils emploient pour façonner, orienter et dominer la pensée et les actions des masses. Imaginez une masse d'eau agitée, sans forme ni direction. L'eau a une puissance immense, mais elle est diffuse. Un leader de foule est comme le canal qui dirige cette eau, la transformant en un torrent dévastateur ou en une force constructive, selon sa volonté. Pour Gustave Le Bon, la foule est incapable de raisonner par elle-même et a un besoin viscéral d'être guidée. Elle cherche naturellement un maître, quelqu'un qui incarne ses aspirations et qui lui donne une direction simple et claire. Les qualités indispensables des leaders de foule. Le Bon identifie plusieurs qualités essentielles qui permettent à un individu de devenir un leader influent des masses, une volonté forte et persistante. C'est la qualité la plus importante. Le leader possède une conviction inébranlable dans ses idées et une détermination à les imposer. Cette volonté, même si elle est irrationnelle, est contagieuse et s'impose aux volontés faibles et fluctuantes de la foule. Le prestige. Le prestige est un pouvoir mystérieux, une sorte de fascination exercée par un individu, une idée ou une œuvre. Il peut être acquis par la richesse, la naissance, la renommée, ou personnel, par le charisme, l'éloquence, le succès. Le prestige confère au leader une autorité quasi hypnotique, rendant ses affirmations indiscutables aux yeux de la foule. L'action et la conviction. Les leaders ne sont pas des penseurs ou des intellectuels. Ce sont des hommes d'action, souvent passionnés et fanatiques de leurs propres idées. Leur conviction profonde est transmise à la foule par l'affirmation et l'exemple. La connaissance de la psychologie des foules. Bien que Le Bon ne l'explicite pas toujours, les leaders les plus efficaces ont une intuition innée ou une connaissance apprise des mécanismes psychologiques des foules. Ils savent comment parler aux masses, comment susciter l'émotion et comment contourner la raison. Les techniques de manipulation des croyances collectives. Les leaders de foule ne s'adressent pas à la raison, mais au sentiment et à l'imagination des masses. Leurs techniques sont simples, mais redoutablement efficaces. L'affirmation, mécanisme. Le leader ne discute pas, ne prouve pas, ne raisonne pas. Il affirme. Une affirmation est une déclaration simple, sans nuance, présentée comme une vérité absolue. Impact. Répétée avec force et conviction, l'affirmation s'infiltre dans le subconscient de la foule, qui, par sa suggestibilité, chapitre 6, l'accepte sans examen critique. La répétition, mécanisme.
Une affirmation, même faible, acquiert une force immense par la répétition constante. Les mêmes mots, les mêmes slogans, les mêmes idées sont martelés encore et encore. Impact. La répétition finit par s'ancrer dans les couches profondes de l'inconscient collectif, transformant la suggestion en une croyance inébranlable, en une vérité acceptée par tous. Elle crée un effet de vérité par consensus. La contagion, mécanisme. Les idées et les émotions propagées par le leader se transmettent de proche en proche au sein de la foule, par un effet de contagion, chapitre 5. L'enthousiasme, la colère ou la conviction du leader deviennent ceux de la masse. Impact. La contagion amplifie le message du leader, créant un mouvement de masse irrésistible où chaque individu est emporté par le courant collectif. La création d'images et de mythes. Mécanisme. Les foules pensent en images et sont plus sensibles aux mythes qu'aux faits. Le leader crée des images simples, frappantes, souvent émotionnellement chargées, qui incarnent ses idées. Il peut s'agir d'un ennemi commun, d'un avenir radieux ou d'un passé glorieux. Impact. Ces images et mythes contournent la raison et s'impriment directement dans l'imagination de la foule, mobilisant ses passions et la poussant à l'action. L'impact des leaders sur la pensée collective. Les leaders sont les véritables meneurs des foules. Ils ne se contentent pas de les guider, ils les façonnent. Simplification des idées. Les idées complexes sont réduites à des slogans simples et binaires, nous contre eux, le bien contre le mal. Polarisation. Les foules sont poussées vers des extrêmes. Il n'y a pas de place pour la nuance ou le compromis. Mobilisation. Les leaders réussissent à transformer l'énergie diffuse de la foule en une force d'action collective, capable de grandes réalisations comme des destructions massives. Le bon met en garde contre la puissance de ces leaders, qu'ils soient des démagogues, des chefs politiques ou religieux. Leur capacité à manipuler la psychologie des foules peut avoir des conséquences immenses sur le destin des nations. Comprendre leur technique est essentiel pour ne pas devenir une victime inconsciente de leur influence. Dans le prochain chapitre, nous approfondirons le rôle des idées et des croyances et comment elles sont transformées en dogmes absolus par les foules. Nous avons décortiqué la transformation de l'individu en foule, les mécanismes de l'anonymat, de la contagion et de la suggestibilité, ainsi que le rôle des leaders qui exploitent ces caractéristiques. Maintenant, nous allons nous pencher sur le cœur même de ce qui motive et dirige les foules, le rôle des idées, des croyances et des illusions. Ce chapitre révèle comment les idées complexes sont simplifiées, comment les croyances deviennent des dogmes inébranlables, et comment le pouvoir des illusions peut mobiliser les masses, souvent au détriment de la raison et de la réalité. Imaginez un concept philosophique profond ou une théorie scientifique complexe. Pour un individu pensant, chapitre 2, cela demande étude, réflexion et nuance. Mais présenter cette même idée à une foule, elle ne sera pas comprise dans sa complexité. Elle sera transformée, simplifiée, et si elle résonne avec les passions du moment, elle deviendra une vérité absolue, un cri de ralliement, une force motrice. C'est le processus par lequel les idées se métamorphosent en croyances et les croyances en illusions puissantes. Comment les idées se transforment au sein des foules? La simplification extrême des idées complexes, mécanisme. La foule, étant incapable de raisonnement logique et de nuance, chapitre 6, ne peut assimiler que des idées simples, concises et faciles à comprendre. Toute complexité, toute subtilité est rejetée ou ignorée. Conséquence, les idées sont réduites à des slogans, des formules lapidaires, des images frappantes. Les oppositions deviennent binaires, bien contre mal, nous contre eux, vérité contre mensonge. Il n'y a pas de place pour le compromis ou la pensée nuancée. Exemple, un programme politique détaillé sera réduit par la foule à quelques promesses simples ou à l'image d'un ennemi commun à abattre. Les croyances deviennent des dogmes absolus, mécanismes. Une fois qu'une idée est acceptée par la foule, elle cesse d'être une simple opinion ou une hypothèse. Elle se transforme en une croyance inébranlable, un dogme, un article de foi qui ne peut être remis en question. La force de la répétition, chapitre 7, et de la contagion, chapitre 5, ancre cette croyance dans l'inconscient collectif. Conséquence, la foule devient intolérante à toute contradiction ou dissentiment.
toute tentative de raisonnement logique ou de présentation de faits contraires est perçue comme une attaque et est rejetée avec hostilité. La foule est fanatique de ses croyances et prête à les défendre avec passion. Exemple, une idée politique ou religieuse, une fois adoptée par une foule, devient une vérité absolue pour ses membres, et toute critique est perçue comme une hérésie. La puissance des illusions et des mythes. Mécanisme. Le bon affirme que les foules sont gouvernées par l'imagination, non par la réalité. Elles sont plus sensibles aux illusions, aux mythes et aux promesses grandioses qu'aux faits concrets. Les leaders, chapitre 7, excellent à créer ces illusions. Conséquence, la foule vit dans un monde d'illusions qu'elle a elle-même créé ou que ses leaders lui ont inculqué. Ces illusions peuvent prendre la forme d'un âge d'or passé, d'un avenir utopique, d'un ennemi imaginaire ou d'une destinée grandiose. Ces mythes sont des moteurs puissants de l'action collective, car ils répondent aux besoins émotionnels et aux aspirations profondes des masses, même s'ils sont déconnectés de la réalité. Exemple, la promesse d'une société parfaite ou la diabolisation d'un groupe particulier peuvent mobiliser des foules entières, même si la réalité est bien plus complexe. L'impact sur l'action et la réalité de la foule. Ces idées simplifiées, ces croyances dogmatiques et ces illusions puissantes ne sont pas de simples abstractions. Elles sont les forces motrices qui dictent les actions de la foule. Déconnexion de la réalité. La foule vit dans sa propre réalité subjective, forgée par ses croyances et ses illusions. Les faits objectifs qui contredisent cette réalité sont ignorés ou réinterprétés pour s'y conformer. Action impulsive et extrême. Guidée par des émotions intenses et des croyances absolues, la foule est capable d'actions extrêmes, qu'elles soient héroïques, sacrifice collectif, ou destructrices, violence de masse. Elle agit avec une force et une détermination qui peuvent sembler incompréhensibles à l'individu rationnel. Persistance des croyances. Une fois qu'une croyance est ancrée dans l'âme d'une foule, elle est extrêmement difficile à déloger. Elle peut persister pendant des siècles, même face à des preuves accablantes du contraire. Le Bon souligne que l'histoire est pleine d'exemples de la puissance de ces croyances et illusions collectives. Elles ont mené à des révolutions, des guerres, des mouvements religieux et sociaux, prouvant que la force des idées, même irrationnelles, est immense lorsqu'elles sont adoptées par les masses. Comprendre ce processus est essentiel pour analyser les phénomènes sociaux et politiques contemporains et pour se prémunir contre les manipulations de la pensée collective. Dans le prochain chapitre, nous explorerons des stratégies concrètes pour protéger et cultiver notre propre esprit critique face à ces influences. Nous avons plongé au cœur des mécanismes fascinants et parfois terrifiants de la psychologie des foules. La dissolution de l'individu, la contagion mentale, la suggestibilité et la puissance des croyances illusoires. Nous avons vu comment les leaders exploitent ces dynamiques pour manipuler les masses. La question cruciale qui se pose maintenant est comment protéger et cultiver votre propre esprit critique face à ces influences puissantes. Ce chapitre vous fournira des stratégies concrètes pour maintenir votre individualité, renforcer votre pensée autonome et résister aux pressions collectives, même dans un monde saturé d'opinions de masse. Imaginez-vous au milieu d'une tempête. Le vent hurle, la pluie fouette, et tout autour de vous semble emporté. Votre seule chance de ne pas être balayé est de vous ancrer solidement, de vous tenir droit et de ne pas céder à la panique. De même, dans la tempête des idées collectives et des émotions de foule, votre esprit critique est votre ancre. Le protéger et le cultiver est un acte de résistance, un engagement envers votre liberté intellectuelle. Pourquoi est-il vital de protéger votre esprit critique? Préserver votre individualité, votre capacité à penser par vous-même est ce qui fait de vous un être unique. Chapitre 2. Sans elle, vous risquez de devenir un simple reflet des opinions dominantes, perdant votre personnalité distinctive. Prendre des décisions éclairées. Un esprit critique vous permet d'évaluer les informations, de distinguer les faits des opinions et de prendre des décisions basées sur la raison, plutôt que sur l'émotion ou la pression sociale. Résister à la manipulation, comprendre les techniques des leaders, chapitre 7, et la suggestibilité des foules, chapitre 6, vous rend moins vulnérable à la propagande, à la désinformation
et aux tentatives de manipulation. Contribuez au progrès. Les sociétés avancent grâce aux individus qui osent penser différemment, remettre en question le statu quo et proposer de nouvelles idées. Votre esprit critique est un moteur d'innovation et de progrès. Stratégie pour cultiver l'esprit. Critique et l'indépendance intellectuelle. Cultivez le doute méthodique et la question. Action. Ne prenez rien pour acquis. Face à une affirmation, une information ou une opinion largement partagée, posez-vous systématiquement des questions. Est-ce vrai? Quelles sont les preuves? Qui a intérêt à ce que je le crois? Existe-t-il d'autres perspectives? Pourquoi c'est crucial? Le doute est le point de départ de la pensée critique. Il vous pousse à chercher au-delà des apparences et à ne pas accepter la suggestibilité collective. Recherchez la diversité des sources d'information. Action. Ne vous contentez pas d'une seule source d'information, surtout si elle est populaire ou conforme à vos propres biais. Lisez des journaux de différentes orientations, écoutez des opinions divergentes, consultez des experts avec des points de vue variés. Pourquoi c'est crucial? L'exposition à des perspectives multiples vous aide à développer une vision plus nuancée et à identifier les biais ou les manipulations dans les récits dominants. Prendre du recul et éviter la réaction immédiate. Action. Face à une information émotionnellement chargée ou une pression collective, faites une pause. Ne réagissez pas immédiatement. Laissez vos émotions se calmer. Chapitre 5 de la maîtrise émotionnelle, avant de tenter d'analyser la situation. Pourquoi c'est crucial? La foule agit sur l'impulsion. En prenant du recul, vous réactivez votre raison et évitez d'être emporté par la contagion mentale. Reconnaître les biais émotionnels et cognitifs. Action. Familiarisez-vous avec les biais cognitifs, biais de confirmation, effet de halo, pensée de groupe, etc. et les techniques de manipulation émotionnelle, peur, colère, espoir irrationnel. Pourquoi c'est crucial? Connaître ces pièges vous permet de les identifier lorsqu'ils sont utilisés pour influencer les foules et de vous en prémunir. Valorisez la solitude et la réflexion indépendante. Action. Accordez-vous du temps pour penser seul, loin du bruit des opinions et des réseaux sociaux. La méditation, le journaling, la lecture profonde sont des pratiques qui renforcent la pensée individuelle. Pourquoi c'est crucial? C'est dans la solitude que l'individu retrouve sa capacité de raisonnement et de formation d'opinion personnelle, sans la pression de la conformité. Développez une philosophie personnelle, solide, action. Réfléchissez à vos propres valeurs, à vos principes éthiques et à votre vision du monde. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est juste? Pourquoi c'est crucial? Une philosophie personnelle forte est un bouclier contre les idées et les croyances qui ne sont pas alignées avec votre intégrité. Elle vous donne une boussole interne. S'entourer de penseurs indépendants et divers. Action. Cherchez à échanger avec des personnes qui pensent différemment, qui aiment le débat d'idées constructifs et qui valorisent l'esprit critique. Évitez les chambres d'écho où tout le monde pense la même chose. Pourquoi c'est crucial? Le dialogue avec des esprits divers stimule votre propre pensée et vous expose à de nouvelles perspectives. Protéger et cultiver votre esprit critique n'est pas un acte égoïste. C'est un acte de responsabilité envers vous-même et envers la société. Un individu pensant est un rempart contre l'irrationalité des foules et un moteur de progrès. C'est en renforçant votre propre capacité à raisonner et à juger que vous contribuez à une société plus consciente et plus libre. Dans le dernier chapitre, nous conclurons sur l'importance vitale de l'individu éclairé pour l'avenir de la civilisation. Nous voici arrivés au terme de notre exploration fascinante de la psychologie des foules de Gustave Le Bon. Nous avons décortiqué les mécanismes par lesquels l'individu se dissout dans la masse, perd son identité, est emporté par la contagion et la suggestibilité, et est manipulé par des leaders. Nous avons aussi appris à quel point les idées et les illusions peuvent devenir des dogmes inébranlables pour les foules. Enfin, nous avons identifié les stratégies pour protéger notre précieux esprit critique. Ce dernier chapitre est une conclusion puissante qui souligne l'importance vitale de l'individu éclairé, le rempart de la civilisation et l'espoir d'une société consciente. Imaginez une digue. Elle est composée d'innombrables pierres, mais c'est la solidité de chaque pierre,
et la manière dont elles sont assemblées qui lui permet de résister à la force déchaînée de l'océan. La civilisation est comme cette digue. Les foules, avec leur irrationalité et leur impulsivité, sont comme l'océan. Ce qui maintient la digue, ce sont les individus éclairés, ceux qui conservent leur raison, leur jugement et leur indépendance de pensée. Pourquoi l'individu éclairé est-il le rempart essentiel? Gustave Le Bon, malgré son pessimisme apparent sur la nature des foules, a toujours mis en lumière la valeur suprême de l'individu. Pour lui, tout véritable progrès, toute avancée significative dans l'histoire de l'humanité, n'est jamais venu des foules, mais d'individus isolés, dotés d'un esprit supérieur, d'une volonté forte et d'une pensée originale. Le gardien de la raison, face à l'irrationalité, à la crédulité et à la suggestibilité des foules, chapitre 6, l'individu éclairé est celui qui maintient la flamme de la raison. Il est capable de distinguer les faits des illusions, de résister aux passions collectives et de penser avec logique et cohérence. Il est le contrepoids nécessaire à la dérive émotionnelle et impulsive des masses, le moteur du progrès et de l'innovation. Les grandes découvertes scientifiques, les avancées technologiques, les chefs-d'œuvre artistiques et les philosophies novatrices ne naissent pas de la pensée collective, mais de la singularité d'un esprit créatif et indépendant. Chapitre 2. L'individu éclairé est celui qui ose remettre en question les dogmes établis, explorer de nouvelles voies et introduire des idées qui, au départ, peuvent être rejetées par la foule, mais qui finissent par la transformer. Le rempart contre la manipulation et la tyrannie. Un peuple composé d'individus pensants est infiniment plus difficile à manipuler par les leaders, chapitre 7, ou à asservir par des régimes autoritaires. L'esprit critique, chapitre 9, est la meilleure défense contre la propagande et la désinformation. La liberté de pensée individuelle est le fondement de la liberté politique et sociale. Le porteur de valeurs morales, le sens de la responsabilité personnelle, chapitre 4, et la conscience morale sont des attributs de l'individu, souvent suspendus dans la foule. L'individu éclairé est celui qui maintient ses principes éthiques, même lorsque la pression collective pousse à l'immoralité ou à la violence. L'espoir d'une société consciente. Le bon ne prônait pas un isolement total, mais une vigilance constante. L'objectif n'est pas de fuir la société, mais d'y participer en tant qu'individu conscient et autonome. L'espoir d'une société plus éclairée réside dans la capacité de chaque citoyen à cultiver son propre esprit critique. Éducation à la pensée critique. Il est impératif d'enseigner aux nouvelles générations non pas quoi penser, mais comment penser. Développer la curiosité, le doute méthodique, la capacité d'analyse et la recherche de la vérité. Valorisation de l'indépendance d'esprit. La société doit encourager et célébrer ceux qui osent penser différemment, qui remettent en question les idées reçues et qui défendent leurs convictions avec intégrité. Responsabilité dans l'ère numérique. À l'ère des réseaux sociaux et de la propagation rapide des informations et désinformations, la capacité individuelle à filtrer, vérifier et analyser est plus cruciale que jamais. Les foules numériques peuvent être aussi puissantes et irrationnelles que les foules physiques. En fin de compte, la psychologie des foules de Gustave Le Bon est un avertissement, mais aussi un appel à l'action. C'est un rappel que la civilisation est un mince vernis, constamment menacé par les forces primitives de l'inconscient collectif. Le seul rempart durable contre ces forces n'est pas une loi ou une institution, mais la force de l'esprit individuel. Votre capacité à penser par vous-même, à remettre en question, à analyser, à résister aux pressions collectives, n'est pas seulement une qualité personnelle. C'est une contribution essentielle à la santé et à l'avenir de la société. En cultivant votre propre esprit éclairé, vous devenez non seulement un individu plus libre et plus conscient, mais aussi un acteur vital dans la construction d'un monde où la raison et la sagesse peuvent l'emporter sur l'irrationalité de la foule. Votre pensée est votre plus grande force. Osez la cultiver, osez la défendre, osez être un individu éclairé. Nous voici arrivés au terme de notre exploration approfondie de la psychologie des foules de Gustave Le Bon, une œuvre intemporelle qui continue d'éclairer les dynamiques complexes de notre société. Ce voyage nous a permis de comprendre comment l'individu, être de raison et de conscience,
peut se transformer radicalement lorsqu'il est immergé dans la masse. Nous avons décortiqué les mécanismes fascinants et parfois déconcertants qui opèrent au sein des foules. Le paradoxe humain où l'individu pensant se dissout dans la foule croyante. La singularité de la conscience, de la raison et de la volonté qui caractérise l'individu isolé. La naissance de l'âme collective marquée par l'anonymat, la contagion mentale et la suggestibilité. La perte de l'identité personnelle et le sentiment de puissance illimitée qui en découle. La propagation rapide des idées et des émotions par la contagion et l'imitation. La disparition de la raison face à la suggestibilité et le risque d'hallucination collective. Le rôle crucial des leaders de foule, architectes et manipulateurs de la croyance collective. La manière dont les idées, les croyances et les illusions deviennent des dogmes inébranlables pour les masses. Et surtout, nous avons mis en lumière les stratégies vitales pour protéger et cultiver votre propre esprit critique afin de maintenir votre indépendance intellectuelle face aux pressions collectives. L'enseignement fondamental de Le Bon est un avertissement puissant. La civilisation est fragile et sa pérennité repose sur la capacité des individus à conserver leur autonomie de pensée. Dans un monde où les informations circulent à une vitesse vertigineuse et où les foules numériques se forment en un instant, comprendre ces mécanismes est plus crucial que jamais. Votre esprit, votre capacité à raisonner, à douter, à analyser, à distinguer le vrai du faux, est votre plus grand atout. C'est votre rempart contre la manipulation, la désinformation et l'irrationalité. Cultiver cette singularité n'est pas un acte d'isolement, mais un acte de responsabilité envers vous-même et envers la société. Si cette exploration a éveillé votre curiosité et renforcé votre désir de comprendre les forces invisibles qui nous entourent, alors je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne Savoir et Sagesse. Rejoignez notre communauté pour continuer à démêler les mystères du comportement humain et à cultiver une pensée libre et consciente. Votre esprit est votre liberté. Protégez-le, cultivez-le. Soyez l'individu éclairé dont le monde a tant besoin.